Yo et bienvenue dans une nouvelle critique complètement hors série, même pour le coup, parce que on va parler de The Last of Us 2. Évidemment, le but, c'est pas d'un seul coup de shift la chaîne vers parler de tout et de rien, absolument pas, ça restera une chaîne cinéma, mais j'ai envie de vous aborder ce jeu à travers le prisme de la mise en scène, du storytelling et peut-être un peu du montage, et pas du tout à travers le gameplay, sauf si justement le gameplay amène à de la mise en scène, mais j'ai pas envie de vous parler du jeu en tant que jeu, j'ai envie de vous parler voilà, de tout ce que je viens de vous dire, parce que je pense que ce jeu a des codes de film, est un film en lui-même. D'ailleurs, avec Mathieu, le co-auteur de la chaîne, lui-même me disait qu'ils veulent faire un remake de The Last of Us, mais enfin, ils veulent faire une adaptation de The Last of Us, mais ça va limite être un remake en fait, tellement le jeu est déjà un film. Donc voilà, bref, je vais vous aborder tout ça. Et voilà, plein de choses à dire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir, ça permet de nous soutenir et donc du coup de vous proposer du contenu encore. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager et aussi à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et Instagram. En gros, pour vous expliquer comment je vais un peu couper la vidéo, c'est-à-dire je vais d'abord faire une première partie où je vais vous parler de la mise en scène, je vais vous parler ensuite de l'esthétique du jeu vidéo, et enfin de l'esthétique de l'image, de ce qu'il y a, parce qu'il y a des plans magnifiques. Je vais aussi, entre-temps, vous parler de plein de trucs que moi j'ai aimé dans le jeu, et je vais aussi surtout vous parler ensuite, à la fin, du truc qui moi me touche le plus, et pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo, qui est le propos, et de ce que le jeu amène, en fait, comme propos, et que je trouve qui fait que ce jeu est un pur bijou en termes de storytelling, justement. Je tiens aussi à préciser tout de suite que je viens de finir le jeu hier, je vais absolument tout spoil. Je vais spoil la fin parce que c'est hyper intéressant justement que ce soit en termes d'esthétique ou de mise en scène ou même de storytelling ou des choix en fait de scénarios qui ont amené à là où ils sont amenés en fait. Et du coup, je vais devoir parler de la fin. Si vous n'avez pas fini le jeu, si vous voulez le faire, ne regardez pas la suite de cette vidéo parce que franchement, je vais spoil en fait littéralement tout le jeu et toute la fin. Au bout d'un moment en tout cas, je sais pas quand encore, mais je vais le faire. Donc on commence par la mise en scène et c'est assez drôle parce que dès que le jeu il commence en fait, j'avais l'impression un peu de me retrouver dans Red Dead Redemption 2 et pas forcément parce que on a des chevaux, parce que on est dans un peu un univers presque de cow-boy, chalet, etc. un peu country des États-Unis, mais aussi par son rythme en fait. Je trouve qu'il abordait un rythme assez lent qui laissait vivre presque les acteurs en fait, même si ce sont des personnages enfin voilà, qui n'existent pas, mais qui laissait vivre les acteurs devant sa caméra. Et c'est assez fou, genre le montage et la mise en scène, elle est assez lente en fait, et surtout au début, peut-être un peu moins au milieu, et ça revient un peu vers la fin, mais ou d'ailleurs pas trop, enfin au milieu aussi parfois il y a des moments un peu comme ça, mais surtout le début, genre peut-être les 3, 4, 5 premières heures, il y a vraiment des moments où la caméra laisse le temps aux personnages, comme aux acteurs en fait, de jouer. Et je trouve ça assez fou en fait, ce rythme que le jeu a décidé de prendre. Et voilà, des moments où par exemple le personnage, il va rien dire, et juste sa caméra va peut-être se rapprocher légèrement de ce personnage-là, et là où normalement on aurait déjà cut, on aurait déjà si, non là, la caméra prend son temps. Elle laisse le personnage endurer les émotions qu'elle est en train d'endurer, etc. Je trouve ça fou comme volonté, en tout cas, déjà. Bon, j'ai pris des notes, mais je vais un peu partir dans tous les sens, mais je vais toujours rester dans la mise en scène. Et déjà, le premier truc, c'est aussi la mise en scène de la viscéralité de l'histoire. Parce qu'au final, ce jeu post-apocalyptique, déjà, l'histoire, c'est une histoire de vengeance. D'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant que le premier, ce soit une pure histoire de survie, et que le deuxième, il soit parti dans une pure histoire de vengeance. Il y a une espèce de truc qui est hyper intéressant, où au final, dans le storytelling, en tout cas, ils refont pas le même jeu. Et du coup, ils te montrent pas ça du tout comme quelque chose de graphique ou presque beau, c'est sale, c'est boueux, c'est poisseux, et déjà ça, cette idée, c'est de la mise en scène, ça, au final. Et c'est absolument... On se croirait presque dans... Je vais y revenir d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a plein de références au cinéma, ou peut-être même à d'autres jeux, comme Red Dead, que ce soit Valhalla Rising ou le 13e guerrier, il y a quelque chose de... Je vais vous mettre à côté à chaque fois, peut-être pour bien parler, au cas où si les gens n'ont pas vu le film, les films, etc. C'est aussi pour ça intéressant de parler de The Last of Us 2, parce qu'il aborde aussi des films, je trouve, ou des imageries de films. Mais bref, donc du coup, je vous les mettrai juste là. Mais ouais, il y a ce truc-là de cette viscéralité de l'histoire. Et elle y va même, du coup, là, pour le coup, le gameplay, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où, surtout avec Abby, je trouve, qu'il y a un peu moins. Avec Ellie, un truc tout bête, mais par exemple, quand on attrape quelqu'un et qu'on le tue avec le couteau, il y a moins, sauf quand t'as le truc rapide, genre elle l'égorge, ensuite elle le plante. Enfin, il y a un truc où t'as pas besoin de le planter derrière, tu viens déjà de l'égorger, mais il y a ce truc-là en plus tu vois leur visage, genre je sais pas si vous avez tourné, mais on voit Ellie, elle est comme ça, et Abby, elle a quelque chose de beaucoup plus viscéral, parce que vu qu'elle a pas de couteau et qu'elle est balèze, elle utilise ses bras. Et il y a un truc où, déjà quand elle se bat contre les zombies, ou contre des mecs, et vous faites carré, elle met des patates, et
Ça c'est viscéral, ça, c'est vraiment genre, ah, c'est bestial en fait. Même la manière dont elle va tuer les mecs, quand elle va les exploser, à un moment, elle attrape un mec, genre si vous lui faites un finish him, elle l'attrape, elle lui met un coup de genou dans le cou par derrière. C'est assez drôle. Et du coup, enfin, ça c'est drôle. Mais il y a un autre truc aussi, surtout, c'est que parfois, j'ai l'impression que c'est plus quand on étrangle, quand on fait attaque furtive, on étrangle un mec par derrière, mais surtout un homme, pas un zombie, j'ai l'impression que la caméra d'elle-même, ou alors je sais pas si c'est moi qui avais ce réflexe-là, mais Abby presque l'emmène derrière et presque l'emmène vers nous en fait. Et la caméra elle se tourne légèrement et on voit ces deux visages-là, on voit le Scar par exemple au début en train d'être étranglé, et on voit Abby en train de forcer, et on voit leurs expressions de visage, en fait, c'est ça surtout, leur expression de visage qui est en train d'être extrêmement expressif, et ça, c'est viscéral, et c'est bestial, et je trouve ça fou que ça a été amené comme ça, et que, bah, par exemple, il y a des aspects de gameplay, ou presque de mise en scène dans le gameplay, qui sont hyper intéressantes là-dedans. Bon, je vais un peu sauter dans le temps, au bout d'un moment, donc je vais déjà beaucoup spoil, donc là, vous êtes prévenus, mais je vais beaucoup spoil, parce que, bah, après, cette mise en scène, comme je vous ai dit, voilà, que ce soit la viscéralité, que ce soit c'est tout au long du jeu, que ce soit cette lenteur aussi, c'est tout au long du jeu, etc. Et là où déjà il y a des moments où aussi par exemple ça explose, ça paraît tout bête, mais quand on joue Ellie et que Abby arrive et qu'elle tue Jesse, on est du point de vue de Ellie. Donc la caméra, si vous avez fait attention, elle est du côté de Ellie. Et donc on passe la porte avec elle, on voit Jesse à gauche qui tombe, et ensuite on se baisse avec Ellie. Et c'est ça qui est important, c'est que la caméra se baisse avec Ellie pour se protéger et ensuite elle se relève. Et ensuite quand on est du côté d'Abby, on rejoue la même scène mais du côté d'Abby. Donc en fait on la voit tirer, on voit Ellie se baisser mais la caméra elle est toujours à hauteur de Abby. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça paraît banal et tout ça, ça paraît bête, mais en fait ça montre à quel point ils ont une notion de mise en scène qui est incroyable. Par exemple c'est comme Ichi qui est tout le temps à hauteur d'enfant. De caméra. Mais il y a toujours ce truc-là, en fait, c'est que la caméra s'adapte au personnage qu'elle suit, à l'histoire qu'elle veut raconter et comment elle veut le raconter. Et aussi à sa viscéralité, mine de rien, parce que c'est pas la même chose. On voit pas l'action de la même manière, au final. Et ça, c'est hyper intéressant, et ils ont conscience de ça. Et rien que dans cette scène-là, dans le théâtre, où il y a Tommy qui est par terre, bah là, juste cette scène montre à quel point ils ont conscience de ça. C'est aussi un jeu complètement crépusculaire, et d'ailleurs qui revient aussi à RDR2, hein, encore une fois, comme son rythme lent, etc. Mais quelque chose qui est touché aussi par rapport à l'esthétique, et j'y reviendrai, mais déjà, même dans sa manière de montrer les choses, dans sa mise en scène, il y a quelque chose, voilà, vraiment de... Même dans le montage, hein, le fait de revenir en arrière, sur les flashbacks, etc. C'est vraiment genre montrer la beauté d'avant, et au final aujourd'hui qui est sur le déclin, et encore plus dans le propos, c'est encore plus intelligent, parce que vu que c'est un jeu sur la vengeance, donc du coup on te montre le déclin de la vengeance, et on te montre le passé qui est peut-être même plus beau que le présent en fait, et qui est en plus représenté par l'esthétique, mais j'y reviendrai après. Et je vais venir tout de suite du coup à la fin du jeu, parce que en termes de mise en scène c'est hyper intelligemment fait, même si je reviendrai aussi, c'est pas non plus nouveau, mais déjà il y a tout un truc autour de la tragédie grecque, le fait qu'elle perde ses doigts, donc du coup elle peut plus faire de guitare. D'ailleurs, quand on joue à la fin, elle joue, c'est plus joué quoi, les notes elles sont pas bonnes. Ensuite, montage, on revient encore en arrière et on voit l'après-fête où elle parle avec Joël. Et c'est marrant parce que c'est pas vraiment genre, ils te montrent pas quelque chose genre ils sont heureux, ils sont ensemble. C'est plus, elle va essayer de le pardonner. Et c'est encore plus fort et encore plus puissant. C'est-à-dire que de montrer quelque chose ou quelqu'un qui va essayer. Et ensuite, les derniers mots quand même de Joël, c'est I see you around. Ces derniers mots, c'est ça. D'ailleurs, le jeu aurait pu se terminer là-dessus, au passage, parce que ça aurait été fou, en fait, de terminer sur quelqu'un qui te dit, bah, on se voit la prochaine fois. Et alors que non, parce que bah, t'es mort, en fait. Ça aurait été encore plus crépusculaire, d'ailleurs, putain. Mais du coup, c'est hyper intelligemment fait de revenir là-dessus. Et je trouve ça hyper intelligent, surtout, de ne pas être tombé dans le truc de on te montre quelque chose de heureux, de beau. On te montre quelque chose de mitigé en fait. C'est quelqu'un qui a le seum mais qui essaye de le pardonner. C'est fou. Et ensuite, la mise en scène de quand elle pose la guitare. Et la guitare, elle est dans la maison comme ça. Et le poing est sur la guitare. Et on la voit s'en aller au loin. Franchement, c'est un plan qui a été refait, refait, refait. Mais c'est intelligemment fait. Et surtout, ça veut dire quelque chose. C'est tellement fort. Elle peut plus faire de guitare en plus parce qu'elle a plus de doigts, mais c'est vraiment ce truc-là de le passé. La guitare représente son passé. La guitare représente Joël, c'est lui qui lui a appris à faire la guitare, etc. Et c'est vraiment elle qui s'en va et voilà, qui dit, qui enfin met un terme, a le choix de dire c'est fini. Le passé maintenant il est derrière moi.
Et c'est fort. Ah oui, aussi un autre truc que je trouve incroyable en termes de mise en scène, et d'ailleurs même avec Mathieu on en a parlé, genre lui ça l'a marqué, c'est quand le village brûle et qu'on passe en cheval et qu'on traverse tout. Enfin, ce qui est fou, c'est d'avoir réussi d'un seul coup, t'as l'impression de changer d'univers dans le jeu, parce qu'on est à cheval, t'as des maisons en bois, t'as du feu, enfin on a l'impression d'être dans le 13e guerrier, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. D'un seul coup, on change presque d'univers. Et toute cette séquence, toute cette mise en scène où on fuit le village en feu et tout ça, c'est incroyable. C'est hyper bien fait. C'est encore une fois hyper viscéral. Et cette scène est folle dans le jeu. En plus de ça, même juste après d'ailleurs, quand on se bat avec le mec, là, un peu l'espèce de final boss de la scène, où qui va presque tuer Lev, et ensuite on se bat avec lui contre une faucille, c'est absolument dingue. La viscéralité de la scène. Et quand je vous expliquais le fait qu'il ne montre pas la chose d'une manière, il la montre salement. Genre quand on se bat, on lui arrache le mec, il a tout ça qui s'enlève, ensuite on tombe dans le vide, et quand on tombe dans le vide et qu'il a une flèche là, c'est pas elle lui prend la flèche et elle lui met un coup et c'est fini. C'est tellement sale, la violence est tellement sale qu'elle prend la flèche et genre elle lui met une fois, deux fois, trois fois, enfin je sais même plus, mais genre ça, elle s'acharne pour qu'il meure. Il y a quelque chose vraiment de... En plus, lui, il est près de nous, il est devant la caméra avec sa grande cicatrice qui fait ça. Enfin, c'est sale. Et je trouve que le jeu, il va tellement loin dans sa mise en scène de la viscéralité, dans sa mise en scène du dégueulasse, de ce qu'il montre et de son univers, et de où l'humain est prêt à aller jusqu'à aller. Et puis, d'ailleurs, aussi, ça va aller dans son propos, et du coup, j'y reviendrai juste après sur ça. Je vous parlais aussi un peu de l'esthétique, parce que l'esthétique, elle est hyper bien pensée par rapport, encore une fois, à ce que le film raconte. Donc, le film, voilà, je fais des lapsus, avec ce que le jeu raconte, comme je vous ai dit, c'est un jeu crépusculaire. Donc, du coup, ça te montre quelque chose qui est sur le déclin, ça te montre, c'est une histoire de vengeance, c'est sale, et l'esthétique, à chaque fois, arrive à magnifier ça. Après, tu as des moments déjà de base qui sont trop beaux. À un moment, on est dans le métro, il y a une lumière rouge qui est magnifique quand les Wolves ils sont en train de nous chercher. Tu as une lumière rouge qui est juste incroyable. Même après, la première fois qu'on croise les Scars, et juste avant de les croiser, il y a un mec qui est pendu, et il y a une lumière derrière, qui est reflétée par des flammes, mais très au loin. Et ça donne une imagerie qui est juste absolument folle. Et donc, quand je vous parlais de propos, enfin de mise en scène et d'esthétique, c'est là, c'est-à-dire que Seattle quasiment pleut tout le temps. Il fait tout le temps gris, c'est tout le temps moche, à un tel point, même si parfois il fait peut-être beau au début, etc., mais même au bout d'un moment, il pleut tellement que pendant le jeu, c'est même pas une cinématique, pendant le jeu, Ellie dit: putain, mais il pleut tout le temps ici, c'est impossible de rester sec en fait. Quand on revient en arrière, quand on fait les flashbacks et on est je ne sais pas où là, on dirait on est dans le Wyoming, ce truc un peu cliché américain avec une lumière, presque un lever de soleil, une lumière rasante, orangée. Enfin, il y a quelque chose où le présent est moche, le présent est gris, le présent il pleut, et le passé il est beau. Le passé, le soleil il est rasant, tout est beau, on s'amuse, on rigole. Ça se trouve, le passé qu'on nous montre, il n'est pas vrai cette manière-là. C'est-à-dire que si on va un peu plus loin, on pourrait presque genre surinterpréter le fait que, vu que c'est Ellie qui voit les flashbacks, c'est comme ça qu'elle se souvient. Elle s'en souvient 4 ans plus tôt parce que pour elle, c'était beau en fait. Ça se trouve, c'était pas aussi beau à cette époque-là. Et donc, vu que le présent, c'est la vengeance, il te rend du coup même le propos et l'histoire encore plus moche, et encore plus sale, et encore plus dirty, et le passé justement encore plus beau. Et puis aussi, un moment qu'on revient... D'ailleurs, encore Red Dead Redemption, hein, le moment où on revient dans une maison où on tape pour faire rentrer des moutons dans une grange. Enfin, c'est Red Dead Redemption, enfin, c'est le premier celui-là, mais enfin, je me demande quand même s'ils n'ont pas été très inspirés, pas que par ça, aussi par des films, mais d'ailleurs, la maison fait grave les moissons du ciel. Et même la lumière, du coup, parce que je vous parlais de lumière. Donc l'esthétique à ce moment-là, elle est incroyable, c'est-à-dire que on s'est fait bolos, enfin, Ellie s'est fait bolos par Abby, et donc du coup, on arrive, je ne sais plus combien de temps plus tard, et ils ont eu l'enfant, etc. Et quand on sort de la maison, il y a cette lumière absolument magnifique. Et en plus, le propos, il est encore là. C'est-à-dire qu'il te montre un espèce de futur, enfin là, c'est le présent, mais de plus tard, qui est beau. Et quelque chose encore de très crépusculaire, hein, justement, avec cette lumière qui est hyper rasante. Donc le jeu, il est tout le temps cohérent, en fait, avec son propos et là où il essaye d'emmener le spectateur-joueur. Et puis, dernier endroit aussi, pour expliquer pourquoi l'esthétique, elle est intelligente, c'est la fin, quand on arrive en se battant contre les comment ils s'appellent? Les Crotales, je crois. Quand on se bat contre les Crotales, juste avant de délivrer Abby, déjà, juste en termes de vite fait gameplay, quand on arrive et qu'ils sont sur les pontons, sur les piloris plutôt,
et qui sont sur les piloris, etc., on nous dit pas où est-ce qu'elle est. Du coup, moi personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait, mais du coup, j'ai cherché et le jeu presque m'obligeait à regarder les gens sur les piloris. Et ça, bah, mine, hein, c'est aussi un peu de la mise en scène à travers le gameplay. C'est-à-dire que il nous oblige à regarder ces gens-là, en fait, cette violence-là, pour réussir à trouver la personne qu'on veut trouver. Donc on doit le regarder. C'est pas juste on passe, on dit oh waouh et on passe au chemin. Non, il faut regarder. Et moi, je l'ai pas trouvé tout de suite. Donc en plus, j'ai vraiment regardé pendant un moment. Toute cette esthétique-là, quand on arrive en bas et ensuite elle prend lève et elle porte. Et ça m'a vraiment marqué. Déjà juste le truc pilori, déjà c'est marquant. Mais juste après, quand on va vers la plage, c'est brumeux, c'est dinguerie. C'est littéralement Valhalla Rising. C'est ou un univers de Vikings. C'est-à-dire que les Vikings sont connus pour être ils sont bestiaux, c'est viscéral à chaque fois. Enfin, je sais pas si vous avez vu Valhalla Rising, mais en termes de viscéralité, quand même, genre la violence, elle est, c'est brut, c'est sec. Et en termes d'esthétique, le jeu nous emmène là. C'est-à-dire que la fin, ce combat entre Abby et Ellie, qui se fait d'ailleurs que au point, enfin point couteau au début, mais après que au point, c'est vraiment genre la vengeance à l'état pur. Enfin, la bestialité, la viscéralité à l'état pur. Genre, ils l'ont poussé tellement loin qu'à la fin, ils se battent à main nue. Et le fait d'avoir mis une esthétique de viking, de Valhalla Rising, cette esthétique vraiment brumeuse, noire, grise, eh ben, ça accentue encore plus le propos, ça accentue encore plus ce qui se passe, et en termes de mise en scène, c'est hyper intelligent. Et maintenant, je vais en venir au propos. Déjà parce que bah il fait chaud, il faut que je me dépêche, mais aussi parce que c'est vraiment pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, parce que je trouve en fait que le jeu pousse le propos tellement loin, peut-être même plus loin qu'un film pourrait le pousser, parce que bah, vu qu'on est joueur aussi, d'ailleurs il m'a poussé dans des tels retranchements, mais j'en parlerai juste après, en tant que joueur et que spectateur. Mais par exemple, il y a des films comme Hit, parce que du coup, le propos, c'est le fait de comprendre les points de vue différents, d'avoir du recul. Et il y a peut-être des films comme Hit qui peuvent le faire, hein, où bah, ils te montrent, parce que bah, ils ont quasiment le même nombre de plans à l'écran, que ce soit Al Pacino et Robert De Niro, et en fait, ce sont les mêmes personnages, ils ont les mêmes problèmes, mais c'est juste que sociétalement, ils sont complètement différents. Mais c'est les mêmes en fait. Et peut-être que Hit justement montre ces différents points de vue d'une manière, réussit à les montrer d'une manière intelligente, mais ça reste quand même hyper rare parce que c'est hyper dur, parce que c'est hyper long, parce qu'il faut prendre le temps. Et bah un jeu de 20-25 heures, évidemment, il peut prendre son temps pour faire ça. Et je trouve surtout qu'ils l'ont fait hyper intelligemment et que c'est un truc qui me touche. Personnellement, je vous avoue, je suis quelqu'un qui toujours essaye de prendre du recul. Je vais pas faire le mec, j'arrive pas toujours, mais j'essaie toujours de comprendre les différents points de vue. D'ailleurs, je suis ultra relou à cause de ça. Je casse les couilles à tout le monde à cause de ça, parce que j'essaie toujours de... Je suis toujours l'avocat du diable. Et du coup, ce jeu, dans son propos, m'a touché. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que je pense réellement que The Last of Us est une leçon de comment on devrait parfois peut-être percevoir les choses. Et évidemment, le truc le plus obvious, bah, c'est qu'il nous fasse jouer Abby. Mais pas au début. Au début, bah, c'est voilà. Mais ensuite, quand on la joue vraiment et qu'on la joue dans le passé d'abord, donc en fait, on commence à bien l'aimer parce que bah, elle est en train de chercher son père en plus il est gentil, et puis après il y a un zèbre, après il libère le zèbre, et du coup bah, automatiquement il nous fait sympathiser Abby en fait, alors qu'on sait ce qui s'est passé et qu'on la suit pour la tuer. Mais justement ce serait intéressant de savoir comment vous avez perçu ça. Est-ce que directement vous êtes tombé... vous avez senti de la sympathie pour Abby ou pas du tout, etc. Justement, je pense que le jeu peut peut-être en dire long, même sur nous en tant que personne. Et sans aucun jugement et quoi, mais je trouve ça hyper intéressant en fait, là où le jeu et les questions qu'il nous pose et là où il nous amène. Et donc du coup, il y a ce zèbre-là et tout ça. Moi personnellement, je commençais à avoir déjà de la sympathie pour Abby. Je me dis putain, au final, bah elle a l'air d'être cool cette meuf. En plus, son père est cool. Et puis au final, on comprend que son père, c'était évidemment le mec qui est le seul qui pouvait régler le problème du virus, etc. Du coup, ce qui est hyper intelligent aussi en termes de montage, en tout cas sur moi, ça a marché, c'est que tout ce moment-là où il nous fait sympathiser avec le zèbre et tout ça encore plus, le père d'Abby et donc du coup Abby, tout de suite après, il revient pas dans le présent. Ils font un montage où tout de suite après on voit Abby plus grande et en fait c'est en gros plan, donc on sait pas trop où on est, et on la voit qui juste après elle massacre Joël. Et en fait on la voit prendre la décision de massacrer Joël. C'est ça qui est encore en plus intelligent. C'est-à-dire que on revient vers elle, il y a ce moment de flottement et elle le tue. Donc en fait comme si par le montage juste avant, quand il nous montre le zèbre, etc., il nous faisait accepter ce moment-là où dans son esprit, Abby, il y avait ce moment de flottement où elle s'est dit « oui, je le tue ». Et elle le tue.
c'est absolument hyper intelligent. Ça, je trouve que c'est peut-être un des moments que j'ai le plus préféré du jeu, parce que je trouve qu'il y a d'une intelligence folle, et surtout, ça a marché sur moi. Quand elle a tué Joël, je me suis dit, putain, merde, je comprends. En vrai, je la comprends, en fait. J'ai le seum, mais je la comprends. Et je trouve ça dingue. Et ensuite, on revient dans le présent. Mais ce moment de montage, comment il est choisi, franchement, je trouve ça fou. Et ils ont plein d'idées justement comme ça tout au long du jeu pour réussir à nous faire accepter les deux points de vue et donc à nous faire avoir du recul sur cette histoire. Par exemple, au début, quand on est dans le passé avec Ellie et Joël et on va dans un musée où on voit des dinosaures, ils se charrient entre eux, etc. Et voilà, c'est exactement la même scène avec Abby et Owen dans l'aquarium. C'est la même chose. Ils se trimballent dans un aquarium. D'ailleurs, musée aquarium, enfin musée dinosaure aquarium, enfin il y a une espèce de similarité déjà, même dans l'endroit. Et en plus de ça, ils se charrient aussi, on voit des éléments, le phoque tacheté, etc. Et du coup, c'est pas anodin, c'est-à-dire que quand il nous fait vivre l'aquarium avec Owen et Abby, et ben inconsciemment, il nous fait revivre en tant que joueur et spectateur, et il nous fait revivre le musée des dinosaures avec Ellie et Joël. Et du coup, petit à petit, comme ça, ils mettent dans notre esprit que bah, finalement, ces deux personnes-là, elles sont peut-être pareilles au final. Et puis pareil, genre le propos est tellement poussé loin que c'est même pas que dans les cinématiques ou dans le jeu, c'est aussi même dans les dialogues à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que quand on est dans l'aquarium et que à un moment on se balade avec Owen, etc. À un moment, il y a Abby qui voit qu'on récupère une lettre du mec qui est mort là et qui dit bah on voit que ces deux enfants ils sont partis rejoindre les Scars. Et il y a Abby qui dit je comprends pas pourquoi on peut rejoindre les Scars. Et Owen lui dit bah pourquoi? Elle lui dit bah parce que c'est des fous, c'est des fanatiques, etc. Et Owen lui dit mais nous aussi en tant que Lucioles on était pris pour des terroristes. Et là Abby lui dit mais non mais c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Il lui dit bah si en fait c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous aussi on était pris pour des fous, des terroristes et regarde on l'était pas. Et Abby elle veut pas l'accepter. Elle lui dit non etc. Et du coup elle clôt le débat en lui disant tu dis pas ça quand tu dis pas ça quand on revient à la base. Mais c'est hyper intelligent parce que tout, genre, juste à travers des petits dialogues comme ça, encore une fois, il y a cette question de point de vue, de prendre du recul, de comprendre peut-être que quand Abby elle-même, elle dit ça sur les Scars, et ben au final, d'autres gens le disaient à elle sur. En tout cas, enfin à eux quand ils étaient lucioles. Enfin, ce que je veux dire, c'est que genre le propos il le pousse tellement loin que même dans des petits dialogues comme ça, anodins, il continue de te pousser son propos. Et déjà, moi, c'est franchement quelque chose qui me plaît énormément, comme je vous ai dit en tant que personne, c'est quelque chose qui me touche. Et j'aurais été capable d'être Owen, d'être le relou en fait. C'est ça que je veux vous dire, c'est que je suis des personnes qui disent bah ouais, mais non en fait, parce que réfléchis, tu dis eux c'est des fanatiques, mais nous aussi on était pris pour des fanatiques. Donc pourquoi est-ce qu'on serait moins fanatique que eux au final? Et c'est toute cette question de point de vue, de propos, de prendre du recul que je trouve fou dans le jeu et tellement putain d'intelligent. Et en plus de ça, ils oublient absolument rien quand on joue à Beast, c'est-à-dire qu'ils nous font sympathiser tout le monde, ils nous font sympathiser Mel, ils nous font sympathiser Owen, ils nous font sympathiser Nora, et ils nous font même sympathiser l'Asiate qui joue aux jeux vidéo et qu'on tue salement avec Ellie. Et parce qu'on la revoit plusieurs fois, je sais pas si peut-être vous l'avez pas vu, vous n'êtes pas allé jusque là, mais juste avant qu'on revoie Nora dans les tentes là, quand elle nous montre qu'on meurt, on peut voir, il y a l'Asiate qui joue aux jeux vidéo. D'ailleurs, quand on l'appelle une fois, elle répond pas. Et je crois qu'il faut rappuyer sur triangle pour que là, elle réponde. Et on lui fait ah ouais, il vient, c'est bien les jeux vidéo et tout. T'aimes bien? Et il fait ouais, ça va, c'est super bien. Et après, elle revient. Et d'ailleurs, t'as une petite phrase que je trouve très marrante de Abby qui dit ah les jeux vidéo. Voilà, c'est tellement méta. C'est-à-dire qu'à tel point qu'on la revoit encore une fois dans l'hôpital, juste avant de se faire emprisonner. Et du coup, il nous place à chaque fois, genre, par des petits points, par des petits signes, genre, presque nous faire regretter tous ces gens qu'on a tués. Et c'est fou en termes d'identification. Et dernier truc aussi, je trouve, où il pousse, mais pareil, c'est dans des dialogues, c'est pendant le jeu, c'est qu'on est en train de se trimballer quand Abby, elle a le vertige, on est sur des grues là, d'ailleurs ce moment est fou. Mais quand Lev lui parle de sa prophétesse, qu'elle dit, elle croit, elle, en cette prophète, et Abby lui dit, oui, mais putain, mais eux, ils tuent, ils veulent même te tuer toi. Et il y a Lev qui répond, ouais, mais au final, c'est des gens qui, ils ont lu les écrits de la prophétesse, parce qu'elle, elle dit que c'est plein de paix, etc. Et elle dit, mais non, mais c'est au final que des fanatiques, ils ont pris les écrits, et ils les ont tournés comme ils voulaient, et maintenant, ils en font, c'est littéralement un discours sur l'extrémisme religieux, et c'est comme ça, c'est juste, voilà, c'est perdu dans le jeu, c'est juste subtil, et après on passe à autre chose. Mais c'est là, genre, parfois petit à petit, et il y a encore plein d'autres trucs comme ça dans le jeu, des espèces de petits propos subtils qui sont balancés comme ça. Et d'ailleurs, juste aussi pour terminer avec le propos, mais là on va aborder un peu plus de gameplay, mais c'est surtout pendant les cinématiques, les QTO qu'on nous demande, quand moi j'avais Abby au début et que tu dois taper Ellie quand tu te bats contre elle,
pendant les cinématiques, quand on m'oblige à faire carré pour mettre des patates à Ellie, moi j'étais pas bien. J'ai détesté le jeu et j'avais adoré le jeu pendant juste avant. Juste cette séquence m'a tout fait remettre en question. J'ai détesté le jeu, vraiment. Et donc, parce que je croyais que c'était la fin aussi. Et donc du coup on continue vite fait, on va dans le futur, après on joue, et quand on arrive à la fin et qu'avec Ellie on se rebat contre Abby, et qu'on doit refaire ces QTE là, pareil j'avais pas envie, mais c'était moins puissant. Mais du coup je me suis vraiment posé la question, je me suis dit pourquoi? Parce que là au final le jeu, il nous oblige, littéralement il nous oblige à devoir faire ça. Et donc du coup je trouve que déjà c'est violent, mais surtout le moment le plus dur et le plus violent, je trouve, c'est quand avec Ellie, on enfonce le couteau et qu'on nous demande d'appuyer plusieurs fois sur carré pour l'enfoncer petit à petit dans Abby. Je trouve ça d'une violence. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus violent du jeu. C'est parce que le jeu t'oblige à faire ça. C'est-à-dire que le jeu t'oblige dans deux manières, de deux personnes différentes, à faire du mal à des personnages que t'aimes. Et au début, j'ai renié le jeu à cause de ça. Et quand j'ai vu qu'avec Ellie, on le refaisait, je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi? Et je me suis dit, mais il y a une raison. Le jeu nous oblige à le faire. Le jeu veut nous montrer quelque chose. Le jeu, il veut nous montrer que la violence, au final, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris, que la violence, au final, que la vengeance, c'est quelque chose d'encore plus violent. Le voir au cinéma, dans son storytelling, c'est une chose, mais le jouer, c'est complètement différent. Parce que le jeu, littéralement, m'a poussé dans mes retranchements, comme rarement un jeu, un film, un livre, ou peu importe quelque chose, m'a poussé dans mes retranchements. J'ai haï le jeu, littéralement haï. Alors que j'avais fait genre 15-20 heures avant, que j'avais adoré, que j'avais déjà prévu de faire une vidéo, parce que je voulais absolument parler de ce jeu en termes de storytelling qui est incroyable. Et vraiment, j'ai commencé à me dire, ok. Pourquoi on me fait faire ça? Pourquoi je dois faire ça? Et au bout d'un moment, j'ai dû me prendre du recul par rapport à l'histoire, pour me dire, ok, ça c'est peut-être intéressant parce que ça, mais ouais, rarement un jeu, même un film, m'a poussé dans de tels retranchements quand même. Et voilà, c'est pour ça que moi je voulais vous parler de ce jeu, parce que je trouve que c'est un film, je voulais vous raconter ça, je trouve que ce qu'il raconte, parce que souvent sur cette chaîne, je vous parle de storytelling, beaucoup, je parle beaucoup de scénarios, et comment c'est créé, comment aux États-Unis surtout, ils créent, et comment c'est voilà, les trucs principaux qui font un scénario. Et je trouvais que le storytelling de The Last of Us est tellement intelligent en termes de scénario, en termes de mise en scène et d'esthétique, que ça peut être des leçons pour faire des films, pour comprendre des films. Et puis même en termes de propos, je trouve que c'est hyper intelligent de peut-être nous faire prendre du recul sur tout ça et nous-mêmes en fait réfléchir à ce que le jeu nous raconte. Et puis voilà, pour finir, en plus la musique, elle est magnifique, elle est toute en nappe sonore quasiment tout le temps, qui fait... C'est jamais... Quand je vous... En plus de parler de rythme lent, etc., même dans la musique, c'est pas quelque chose qui est... Enfin voilà, hein, quand tu dois pleurer, on te met pas des violons. C'est que des nappes sonores quasiment tout le temps. Et puis parfois, tu as une guitare qui arrive, que ce soit dans l'OST, ou tout le principe de la guitare tout au long du jeu. Moi, personnellement, j'adore ça. C'est quelque chose dont je suis très fan. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je trouve que tout ce truc-là autour de la guitare, surtout au début du jeu, bah, du coup, quand on joue Ellie, quand on en trouve une et qu'on joue, etc., c'est juste beau. C'est magnifique. Ça amène des moments de grâce absolument ultimes. Et comme je dis, dans les films, c'est déjà quelque chose de absolument précieux, donc qu'on arrive à avoir des moments de grâce absolument ultimes comme ça. Donc voilà, c'est... Et aussi, comme le 1, parce qu'ils veulent faire une adaptation. Et comme le 1, j'aurais pu aussi en faire une vidéo si j'avais une chaîne YouTube à l'école, n'importe quoi, à l'époque. C'est que, au bout d'un moment, le jeu raconte quelque chose, le 1 racontait quelque chose, arrivait à avoir un propos que aujourd'hui à Hollywood, ou dans le cinéma américain, parce que bah, c'est un jeu américain, donc je l'ancre aussi là-dedans, et ben c'est inexistant en fait. Genre la fin, le propos, le fait qu'il mente à Ellie, mais c'est littéralement... Enfin, c'est aujourd'hui, je trouve ça impossible. Je trouve ça impossible à Hollywood en fait. Et je trouve du coup, et c'est pour ça encore plus que je trouve ça intéressant de faire cette vidéo, c'est que le jeu amène quelque chose et des propos et des images et une mise en scène qui aujourd'hui, à Hollywood, etc., est littéralement presque impossible. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était une envie purement égoïste de vous faire ça. Encore une fois, j'ai pas l'intention de vous refaire des vidéos sur des jeux vidéo et tout, pas du tout. C'est pour ça que je vous ai abordé Last of Us presque comme le prisme d'un film, plus que du jeu vidéo, parce que déjà je trouve que limite c'est un film en fait, le jeu. Et je trouvais ça hyper intéressant, et surtout j'avais envie de vous parler de son propos, que je trouve tellement intelligent. Après je vous dis ça, dans un mois, bah, il sort moins dans un mois, mais le temps d'y jouer, il y a Ghost of Tsushima qui sort, et qui est littéralement une ode
aux samouraïs, etc., aux films de samouraïs. Et du coup, bah, moi, mon réalisateur préféré, c'est Akira Kurosawa. Et donc, du coup, bah, c'est une ode aux 7 samouraïs, etc. À tel point qu'on peut on peut faire le jeu en noir et blanc avec du grain et tout, comme les films des années 50. Donc, à moins qu'en termes de storytelling et tout, le jeu, ou d'esthétique, le jeu arrive à pousser et que je puisse vous parler d'Akira Kurosawa dans une critique, pourquoi pas. Mais a priori, c'est pas le but. Vraiment, c'était juste un one-shot comme ça que j'avais envie de vous faire sur The Last of Us 2. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on se retrouve mardi, mercredi, je sais pas quand est-ce que même cette vidéo va sortir. C'était tellement spontané. Donc voilà, à la prochaine en tout cas. Portez-vous bien. Ciao.